Jeudi 28 juillet 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Je vous remercie de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce jeudi, le président de la République a reçu ce jour au Palais Diavelou le directeur exécutif du groupe 2 de la Banque mondiale en charge de la zone Afrique de Madagascar ainsi que l'administrateur représentant de la République de Madagascar auprès du FMI. Ces derniers ont salué le leadership de l'État malagasy dans la décision sur la hausse du prix du carburant, une décision inévitable selon la Banque mondiale. D'autres thèmes ont été également évoqués comme la réforme énergétique, la sécurité alimentaire et l'impact de la guerre en Ukraine. Un reportage de Jikal Ranchianiri. Madagascar est bien placé pour le deuxième décaissement pour la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international ou FMI. Ce dernier est dans la phase finale de l'évaluation des réalisations. Le dossier de Madagascar est envisagé passer devant le conseil d'administration du FMI en septembre. Environ 5 ans d'évaluation sont nécessaires. La plupart ont été très positives, d'autres assez, si d'autres sont encore à améliorer. Cette évaluation est similaire à toute évaluation, avance le représentant de Madagascar au niveau du FMI. L'arrivée du dossier au niveau du conseil d'administration témoigne de la réalisation et des efforts de l'État, poursuit ce dernier. La Banque mondiale, qui s'est également entretenue avec le président de la République aujourd'hui, est en pleine accélération du décaissement de son aide à Madagascar afin de pouvoir accélérer la réalisation du projet. Les deux parties ont ce jour discuté du renforcement de la lutte contre la malnutrition, du secteur énergétique et de l'administration publique. Madagascar est présentement une très bonne relation avec la Banque mondiale et c'est pourquoi le financement que nous octroyons, le pays a beaucoup augmenté et nous comptons continuer à pousser pour avoir plus de ressources pour le développement du pays. Et on a parcouru pratiquement la liste de réformes qu'il faut faire, que le président est déjà en train de poursuivre. On a aussi parlé de la sécurité alimentaire qui présentement est en train d'affecter toute la planète, pas seulement à Madagascar, mais nous tenons à soutenir le pays pour l'urgence alimentaire, mais aussi pour planifier pour le futur. Il faut que le secteur devienne résilient et aussi que le pays devienne indépendant au lieu de dépendre des importations. Les collaborations ont été réitérées ce jour entre Madagascar, le FMI et la Banque mondiale. Les secteurs prioritaires ont également été définis suivant le plan de développement et les projets présidentiels. Madagascar doit rester vigilant sur le plan militaire en raison des conflits à travers le monde et particulièrement en raison de la guerre entre les grands pays. La guerre actuelle aura un impact sur tous les pays membres des Nations Unies, a avancé le ministre de la Défense aujourd'hui. Les impacts ne se limiteront donc pas sur le plan économique mais aussi sur le plan militaire et sur le plan humanitaire. Un reportage signé Secharan Genassi. Un conflit de haute intensité pourrait se produire sur le monde, autrement dit, l'impact de la guerre entre deux pays sur le reste du monde. Le secteur économique est le plus impacté, mais le plan militaire et humanitaire sont également concernés, non seulement au niveau des pays en guerre, mais pour tous les pays membres des Nations Unies, selon le ministre de la Défense nationale ce jour. Face à cela, Madagascar doit rester vigilant, surtout sur le plan militaire, selon ce dernier. Dans ce sens, l'armée malagasy a connu une restructuration. L'armée aérienne est la première à avoir connu une restructuration. La Bani Vatu et les Batak Arivunmam ont été dissoutes pour former la base aérienne de 113. La restructuration achevée, les forces et les commandements nouvellement formés ont commencé à reprendre leur service. La région Analamang a ouvert la série de consultations régionales pour l'élaboration du plan national de décentralisation émergente. À cet effet, un atelier aura lieu pendant 2 jours à Ivat avec la participation des concernés par la décentralisation dans la région Analamang. Cet atelier a pour objectif d'informer les acteurs sur la lettre de la politique de décentralisation émergente qui est une réforme adaptée au Véliran numéro 12 du président de la République. Un reportage de Merveille sur les images d'Anzar. Les consultations régionales figurent parmi les étapes incontournables pour élaborer la politique nationale de la décentralisation effective.
Les responsables et élus locaux, les services techniques déconcentrés, la société civile ainsi que d'autres responsables participent à ces ateliers. Les documents de synthèse issus du comité interministériel seront présentés lors de ces ateliers régionaux. Nous sommes très reconnaissants pour l'appui indéfectible que vous avez toujours prodigué au gouvernement malagasy en général et au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en particulier dans la mise en œuvre de la décentralisation à Madagascar. Aujourd'hui encore, j'aimerais exprimer à quel point votre présence à nos côtés est très importante pour nous accompagner dans cette vaste réforme tracée dans la lettre de la politique de la décentralisation émergente. Pour nous, cela signifie le renouvellement de vos engagements de vouloir accompagner le développement de ces pays à travers l'autonomisation et la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les 23 régions et les 1695 communes. Il s'agit d'ailleurs le vétéran numéro 12 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Andry Rajoelina. La politique nationale de décentralisation émergente sera également présentée lors de ces ateliers. Les responsables locaux au niveau des collectivités territoriales décentralisées ont émis leur souhait d'une participation citoyenne et d'une autonomie des CTD. Le gouverneur d'Analamang, quant à lui, a évoqué la nécessité d'accélérer les procédures administratives et financières. L'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar a également souligné qu'une décentralisation effective est une condition sine qua non pour le développement du pays. En étant qu'une république fédérale, nous sommes plus que convaincus que la décentralisation, c'est une des conditions importantes pour le développement d'un pays comme Madagascar. Et nous sommes honorés de faire partie de ceux qui soutiennent la grande île dans la mise en œuvre de cette politique. Pourtant, cette décentralisation devrait faire l'objet d'un plan concret, réaliste, accepté par toutes les parties prenantes et adapté au contexte territorial. L'avènement de la lettre de politique de la décentralisation émergente nous permet de croire qu'on est sur la bonne voie pour avoir des territoires responsables, autonomes et basés de toute action de développement. Et cet espoir est d'autant plus justifié après la tenue de la première réunion du comité de pilotage du PM2, qui signifie aussi pour nous le pilotage à nos niveaux de l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan. La région Analamang a ouvert la série de consultations régionales pour l'élaboration de la politique nationale de la décentralisation émergente. Un atelier aura lieu pendant 2 jours au Minin Business Center Ivatu. Après des consultations dans les 23 régions, un document de synthèse comportant les amendements, les suggestions des participants sera élaboré. Le Premier ministre a officiellement ouvert les consultations régionales sur la politique nationale de la décentralisation émergente. La décentralisation est le clé du développement du pays, selon le Premier ministre aujourd'hui, en soulignant particulièrement l'importance de l'esprit émergent. Ce dernier poursuit que la décentralisation n'est pas un choix, mais une responsabilité. La correction des copies du baccalauréat a débuté le lundi 25 juillet pour l'enseignement général. Les résultats sont envisagés être publiés entre le 13 et le 31 août, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce jour. Les vacations datant de 2021 sont déjà reparties au niveau des universités. Toujours selon les explications, 4 universités sur 6 en ont bénéficié jusqu'ici. Le retard est dû à l'organisation au sein de chaque université, rapporte-t-on. Néanmoins, le président de l'université affirme le décaissement pour très prochainement, selon les explications du ministre. Et sur un tout autre sujet, à présent, 4 districts de la partie sud de Madagascar continuent d'être gravement affectés par l'insécurité alimentaire aiguë selon l'enquête menée par l'IPC en décembre 2021. Les districts d'Ambossar, Atsim, Ambouvmé, Anjoui, Tsiroumbe et Impani se trouvent même dans la phase 4 de l'IPC et sont donc en situation d'urgence.
D'où la nécessité d'y remédier rapidement en répondant aux besoins de ces districts, surtout en cette période de soudure, selon la plateforme IN qui œuvre dans la lutte contre la malnutrition. Les détails avec Yann Martina. Environ 1,64 million de personnes, soit 37% de la population, analysée par l'IPC dans les districts d'Ambosarian-Tsimu, Ambuvumbe, Anjoui, Tsiumbe et Ampani, se trouvent actuellement en insécurité alimentaire aiguë élevée, dont plus de 400 000, soit 9% de la population analysée en phase 4 de l'IPC, autrement dit, en situation d'urgence. Dans le district d'Ampani, région sud-ouest, 20% de la population sont victimes du Kéré. Ce district souffre également en matière de précipitations. La situation s'avère donc urgente, d'autant plus que nous allons entamer la période de soudure. C'est la raison pour laquelle la plateforme IN a offert son aide pour cette localité en leur apportant 9 tonnes de vivres, principalement du riz et divers aliments. Plus de 420 familles en ont bénéficié, soit 2100 habitants. Cette aide qui est issue du financement du Global Giving, selon les explications. Le syndicat des administrateurs civils ou SINAD appelle les magistrats à revoir le trop long temps d'attente des procès des inculpés. Ce dernier a pris comme exemple le cas de l'administrateur civil décédé la semaine dernière qui a attendu son procès depuis 2 ans et demi. Et mis à part cela, le SINAD réitère son engagement à améliorer le service public et demande les instruments nécessaires dans ce sens. C'est Sylvain sur les images de Secha Anjena. 30% inculpés et 70% jugés, tel est l'objectif visé par la justice malagasy pour les détenus. Les inculpés sont ceux qui ont été mis en détention provisoire et qui n'ont donc pas encore été jugés. L'administrateur civil décédé la semaine dernière était un inculpé, selon le SINAD ou syndicat des administrateurs civils. Ce dernier est décédé alors que depuis 2 ans et demi, il avait attendu en vain son procès. Face à cela, le SINAD appelle donc la justice à revoir les points à améliorer sur l'organisation des affaires judiciaires. Ce dernier exige également un traitement égal pour tous les responsables des finances publiques, dont les administrateurs civils qui sont souvent impliqués dans la gestion du fonds pour le SIAD. Ce dernier réaffirme sa volonté à améliorer le service public, ce qui est l'essence du SINAD selon les explications. La coopération entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Tourisme et l'ambassade de France à Madagascar sur la lutte contre la violence et les abus sexuels sur les mineurs a officiellement débuté aujourd'hui. Cela se fait dans le cadre de la réouverture des frontières malagasy et donc de l'arrivée des touristes à Madagascar. Cette coopération vise donc à éradiquer le tourisme sexuel et se fera à travers la sensibilisation des responsables des hôtels et des discothèques à ne pas accueillir les mineurs. Jairan Giamar nous en dit plus dans ce reportage. La police nationale estime que les mineurs et les jeunes sont vulnérables face aux violences et abus sexuels au niveau des discothèques ou boîtes de nuit. La présence des mineurs y est souvent constatée lors des contrôles inopinés de la police nationale, selon le rapport. Ces situations sont passibles de sanctions. Toutefois, cela ne suffit pas, d'où l'élaboration de nouvelles stratégies pour la prévenir. L'État malagasy et l'ambassade de la France à Madagascar coopèrent dans ce sens à travers des sensibilisations au niveau des boîtes de nuit, discothèques et hôtels. Des affiches de sensibilisation y sont apposées pour prévenir les violences et abus sexuels. La police des mœurs et de la protection des mineurs en est l'initiatrice. L'ambassade de France n'a pas hésité à offrir son aide. C'est important pour nous parce que pour la France comme pour Madagascar et bien sûr pour l'ensemble de la communauté internationale, la lutte pour les droits des enfants, pour la protection de l'enfance, c'est une priorité. Et on sait que malheureusement, dans tous les pays où il y a du tourisme international, ça peut être un risque. Et donc il nous a paru utile d'avoir cette action, qui est une nouvelle campagne, comme le ministre l'a dit. Il y avait déjà eu il y a quelques années une action dans le même sens avec l'UNICEF. Évidemment, on partage tous le même objectif. Et surtout, ça nous a paru le bon moment aujourd'hui, parce que le tourisme reprend. Le ministère du Tourisme est également impliqué dans ce projet, ainsi que la Fédération des hôteliers et des restaurateurs de Madagascar, dans l'objectif commun d'éradiquer le tourisme sexuel à Madagascar.
L'entrepreneuriat est un domaine d'études qui intéresse de nombreux jeunes actuellement. Selon une université privée, environ 150 étudiants choisissent ce cursus chaque année et 80% d'entre eux parviennent à créer une entreprise après leurs études. Mis à part l'entrepreneuriat, devenir expert comptable suscite également l'intérêt des jeunes. Christelle Malal et Barnier Nadenisson. L'entrepreneuriat est encore un domaine très ouvert à Madagascar. D'après une université privée, environ 30% de leurs étudiants choisissent ce parcours et 80% d'entre eux créent leur propre entreprise à la fin de leurs études, même en niveau licence. Les 20% restants travaillent dans de grandes entreprises. Par ailleurs, le monde des affaires n'est pas le seul qui attire les jeunes de nos jours. Beaucoup s'intéressent également à la comptabilité et à la finance pour devenir notamment experts comptables, comme le cas de Lalanienne et Michela. Quels que soient les objectifs que se fixent les étudiants, il est nécessaire d'avoir de l'ambition et un esprit de leadership. C'est ce qui fait l'objet d'apprentissage au sein de cette université. Aujourd'hui, 541 étudiants ayant suivi la formation initiale et la formation continue, ayant terminé leur cursus au sein de cette université, ont officiellement reçu leur diplôme. Et concernant les actualités internationales de ce jour, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé hier qu'il prévoyait de parler prochainement avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine en fin février. France 24. Pour la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine, le dialogue pourrait reprendre officiellement entre Washington et Moscou. C'est en tout cas ce qu'a annoncé mercredi en conférence de presse le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken souhaite notamment négocier auprès de son homologue russe Sergueï Lavrov le retour de prisonniers américains détenus en Russie. J'ai l'intention de soulever une question qui est pour nous une priorité absolue. La libération des Américains Paul Whelan et Brittney Griner, qui sont injustement détenus et doivent être autorisés à rentrer chez eux. L'Américain Paul Whelan, un ancien soldat, a été condamné en 2020 à 16 ans de prison en Russie pour espionnage. Sa compatriote, la basketteuse Brittney Griner, a été arrêtée en février dernier en possession d'une vapoteuse et d'un liquide à base de cannabis. Elle risque 10 ans de prison pour possession de substances illicites. Pour faciliter leur libération, Washington parle d'une offre conséquente. Selon plusieurs médias américains, la monnaie d'échange pourrait être Victor Bout, un trafiquant d'armes russe condamné à 25 ans de prison aux États-Unis, connu notamment grâce au film Lord of War, interprété par Nicolas Cage en 2005. Le président et son équipe sont prêts à prendre des mesures extraordinaires pour ramener nos citoyens, comme nous l'avons démontré avec Trevor Reed. Trevor Reed, un Américain échangé contre un prisonnier russe en avril dernier. Pour l'heure, la Russie dément avoir été contactée par les États-Unis sur cette nouvelle affaire de prisonniers. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov pourraient être amenés à se croiser à Phnom Penh. Ils sont tous les deux conviés la semaine prochaine au sommet des ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, dont c'est la première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, et ce malgré la vive colère des défenseurs des droits de l'homme qui fustigent une visite hautement inappropriée, d'après ce reportage de France 24. Devant le château de Louvciennes, les services de sécurité s'activent. Le propriétaire des lieux, Mohammed Ben Salman, vient d'arriver en France, accueilli ce mercredi par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le prince héritier saoudien doit s'entretenir ce soir avec Emmanuel Macron pour un dîner de travail. Un retour sur le devant de la scène pour l'ancien paria, considéré comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Discuter avec l'ensemble des pays du Golfe me paraît une nécessité absolue. Ça ne veut pas dire que vous oubliez les sujets qui sont évidemment ceux que vous évoquez, qui sont essentiels en termes de valeurs et de droits de l'homme, mais vous avez la nécessité d'entretenir évidemment un dialogue. La crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine a remis de facto Mohammed Ben Salman en odeur de sainteté chez les Occidentaux. Avant d'arriver en France, le prince héritier a signé d'importants contrats en Grèce. Point d'orgue de cette réhabilitation, la visite de Joe Biden mi-juillet en Arabie Saoudite. Pour les défenseurs des droits de l'homme, l'urgence actuelle ne doit pas occulter la situation dans le pays du Golfe.
Il essaie de se refaire une virginité sur le plan médiatique et sur le plan diplomatique, mais n'oublions pas ce qui se passe réellement en Arabie Saoudite. Ça doit rester dans tous les esprits et il faut que toutes les personnes qui rencontrent le rappellent qu'il faut une amélioration de la situation des droits humains en Arabie Saoudite, que la situation n'est pas, on ne peut pas accepter une telle situation. Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février, la communauté internationale cherche à convaincre l'Arabie Saoudite d'ouvrir les vannes de pétrole pour soulager les marchés et ainsi limiter l'inflation mondiale. Mais Riyad résiste jusqu'à présent aux pressions, invoquant ses engagements vis-à-vis de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Poursuivons sa tournée canadienne. Le pape François s'est rendu mercredi au Québec où il a rencontré les dirigeants canadiens, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, tout en présentant ses excuses aux communautés autochtones. Le pontife a déploré des colonisations idéologiques. Les détails dans ce reportage. À son arrivée à Québec, le pape François est accueilli par des représentants autochtones. Les peuples indigènes, fil rouge de sa visite au Canada. Le souverain pontife participe à une cérémonie en compagnie de Mary Simon, première inuite à occuper le poste de représentante d'Élisabeth II au Canada. Votre sainteté, avec cette visite, vous signalez au monde entier que l'Église catholique nous accompagne sur notre chemin vers la réconciliation, la guérison, l'espoir et le renouveau. Également présent, le Premier ministre Justin Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les indigènes l'une des priorités de son mandat. Dans les pensionnats, les enfants autochtones étaient seuls, isolés, dans leur douleur et leur tristesse, éloignés de leur famille et de leur communauté, et pire, arrachés à leur langue, leur culture, leur identité. Pendant 165 ans jusqu'aux années 90, quelques 150 000 enfants autochtones ont été victimes de violences dans des pensionnats majoritairement gérés par l'Église catholique. Un traitement inhumain pour lequel François s'est excusé lundi. Le pape a renouvelé sa demande de pardon et a appelé à une nouvelle relation avec les autochtones. Que le mal enduré par les peuples indigènes, qui nous remplit de honte aujourd'hui, nous serve d'avertissement, afin que la famille et ses droits ne soient plus négligés. Ce jeudi, François, deuxième pape à visiter le Canada après Jean-Paul II, tiendra une messe. Et c'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.